Se développer à l'international, c'est le projet de nombreux dirigeants. Nouveaux marchés, nouveaux clients, nouvelles opportunités. Mais il y a une question que peu se posent au bon moment. Les personnes qui vont porter ce développement sur le terrain, comment les protège-t-on ? Quand on envoie un collaborateur à l'étranger ou quand on part soi-même, on entre dans un monde où les règles fiscales, sociales et patrimoniales ne sont plus tout à fait celles que l'on connaît et où une décision prise trop vite peut coûter très cher à l'entreprise comme aux dirigeants. Bonjour, je suis Edwige de Villartay. Aujourd'hui, nous allons parler mobilité internationale. Pas seulement pour ceux qui sont déjà concernés, mais pour tous ceux qui, un jour, ont l'ambition de franchir une frontière. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec deux experts, avocats, directeurs associés chez Fidal. Gladys Chanal, vous êtes directrice régionale de Fidal en région Rhône-Alpes, aux côtés de Marc Roiran. Vous êtes également directrice du département fiscal de cette même région. Vous vous intéressez en particulier aux audits fiscaux et à la structuration internationale des clients que vous accompagnez. Christophe Denis, vous êtes tax partner, responsable du département international de Fidal en région Grand Est. Vous disposez de 29 ans d'expérience sur la fiscalité des dirigeants et salariés en mobilité internationale. Christophe, Gladys, bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit à l'essentiel. Bonjour Gladys. Bonjour Edwige. Bonjour Christophe. Bonjour Edwige. Alors pour commencer Christophe, compte tenu de l'expérience qui est la vôtre, à partir de quand une entreprise est-elle concernée par ce que l'on appelle la mobilité internationale ? Y a-t-il un seuil, une durée, un statut particulier qui l'a fait basculer ? Alors, je dirais, en mobilité internationale, on entend souvent parler des 183 jours. Et très souvent, j'entends les 183 jours, ce serait le nombre clé, le nombre magique. Pour faire très simple, un seul jour de déplacement à l'étranger peut nécessiter le respect d'un certain nombre d'obligations, notamment en matière de sécurité sociale. Bien évidemment, si je pars à l'étranger un jour, ou si je pars 3 ans ou 4 ans en mission à l'étranger, les obligations ne seront pas les mêmes. Le message, c'est de se dire, dès que j'ai un salarié en tant qu'employeur qui part à l'étranger, je dois avoir un petit point d'attention, et même, encore une fois, pour un séjour de très courte durée. Alors Christophe, deux mots reviennent en permanence lorsque l'on parle mobilité internationale, et beaucoup de dirigeants les utilisent d'ailleurs comme synonymes à tort. Il s'agit des mots détachement et expatriation. Quelle est la vraie différence et pourquoi ce choix change tout pour l'entreprise ? Un salarié détaché, pour faire simple, c'est quelqu'un qui va rester soumis à la sécurité sociale française, protégé par la sécurité sociale française. L'employeur et le salarié vont payer les cotisations en France. Un expatrié, c'est quelqu'un qui va être soumis aux cotisations sociales du pays d'accueil. Donc, très simple, je suis une entreprise française, j'envoie quelqu'un dans ma filiale au Japon. Voilà, soit je le détache, cotisation française, soit je l'expatrie, plus de cotisations françaises, avec des cas particuliers néanmoins, mais cotisations japonaises. Et ce choix est-il toujours libre ou y a-t-il des situations où il est imposé par la loi ou par le pays d'accueil ? Il y a 2 cas différents. Il y a le cas où on est dans l'Union européenne ou un cas dans lequel on a conclu, la France, une convention de sécurité sociale. Et dans ce cas, le détachement va permettre de ne pas payer, de continuer à payer en France, mais de ne pas payer dans l'autre pays. Et il y a les détachements vers des pays avec lesquels nous n'avons pas de convention de sécurité sociale. Et si là, je fais le choix, j'exerce l'option du détachement qui est permis par la législation de sécurité sociale française, ça ne va pas me permettre d'être exonéré dans le pays d'accueil, donc je peux être en situation de double cotisation. Donc j'ai un choix, mais qui n'a pas, selon les situations, exactement les mêmes conséquences, notamment en termes de coûts. Gladys, vous accompagnez les entreprises sur les questions de structuration fiscale internationale. Observez-vous une prise de conscience des dirigeants sur ces sujets ou doit-on encore faire face à beaucoup de zones d'ombre et d'angles morts ? C'est une question extrêmement pertinente, Edwige. En réalité, les angles morts sont encore nombreux, en particulier dans les PME. Le sujet est encore trop souvent traité après coup quand un problème survient. L'erreur de débutant la plus fréquente que l'on rencontre, c'est souvent d'envoyer un salarié à l'étranger sans avoir vérifié au préalable les obligations locales ni structuré le package de mobilité. Et pourtant, un simple réflexe en amont suffit souvent à éviter les problèmes principaux.
Je pense par exemple à un audit de 2 à 3 heures avec un expert qui permet d'identifier les risques tout simplement avant le départ. Christophe, lorsqu'une mobilité est bien structurée dès le départ, qu'est-ce que cela change concrètement pour l'entreprise ? Pas en termes de conformité, mais plutôt sur le plan opérationnel. Le point clé, je crois, c'est vraiment que la mission se passe bien pour le salarié et qu'il n'y aura pas de sujet de problème avec l'administration locale, fiscale, sociale, etc. Donc ça, c'est le point clé. Il ne faut pas oublier non plus que quand dans une société, dans un groupe, une expatriation ou une mission à l'étranger s'est mal passée, ça peut décourager d'autres salariés à qui on voudrait proposer une mission à l'étranger. Et y a-t-il des situations, Christophe, où une mauvaise structuration a directement impacté la réussite du projet à l'étranger ? J'ai eu le cas récemment d'un salarié qui a été expatrié en Chine par son employeur français, donc qui est passé en contrat local chinois avec suspension du contrat français. Et en fait, il y a un avenant de suspension qui a été rédigé, qui était assez mal rédigé. Quand le salarié est revenu, ça s'est plus ou moins mal passé avec l'employeur, mais du coup, le salarié a mis sur la table le fait que la société française aurait dû continuer à payer des cotisations volontaires pour la retraite en France. Il y a eu un contentieux, il a gagné, et donc il y a eu vraiment un énorme surcoût parce que c'était plusieurs années de cotisations à rattraper qui n'avaient pas été prévues. Et donc il y a un delta, et du coup ça a créé un contentieux, ça a créé aussi finalement une absence ou une rupture de confiance, et ça a entraîné la fin de la mission à l'étranger, le retour anticipé du salarié en France. Gladys, maintenant, sur le plan fiscal, une mobilité bien anticipée peut-elle aussi être une opportunité pour l'entreprise ? Ou plus simplement, existe-t-il des mécanismes que les PME sous-exploitent parce qu'elles ne savent tout simplement pas qu'ils existent ? Absolument, Edwige, et on rencontre ça de manière encore trop récurrente, malheureusement, auprès des personnes qui nous consultent. On a plusieurs dispositifs, notamment les impatriés, c'est-à-dire les personnes qui viennent de l'étranger travailler en France, qui disposent d'un dispositif très favorable, et les expatriés qui peuvent bénéficier de régimes fiscaux avantageux également. Malheureusement, comme je te le disais, Edwige, ces mécanismes sont très souvent méconnus des PME. Si je reviens sur le régime des impatriés, par exemple, il permet une exonération partielle de revenus pendant 8 ans, ce qui est vraiment très favorable. Pourtant, peu de PME et très peu de PME le mobilisent. Christophe, pour un dirigeant qui nous écoute et qui a un projet de mobilité dans les prochains mois, quelle est la question qu'il doit absolument se poser avant de prendre sa décision ? La question clé est la question de la résidence fiscale. Est-ce que je vais rester résident fiscal français ou est-ce que je vais devenir résident fiscal d'un autre pays, de l'autre pays ? Et derrière, il y a un certain nombre de conséquences qu'il faudra traiter. Christophe, la double imposition, c'est le scénario que tout le monde veut éviter. Concrètement, comment ça arrive et qu'est-ce que les conventions fiscales changent dans l'équation ? Alors la double imposition, c'est l'hypothèse dans laquelle deux pays vont vouloir imposer le même revenu. Mais en fait, les conventions fiscales, on en a une avec l'Italie, on en a environ 120 avec d'autres pays, permettent d'éviter cette double imposition. Il peut y avoir, malgré les conventions fiscales existantes, des cas d'interprétation différentes, mais en principe, les conventions permettent d'éviter les doubles impositions. Et y a-t-il des destinations où le risque est particulièrement élevé parce que la France n'a pas de convention avec ce pays ? Je prendrai l'exemple de deux pays d'Amérique du Sud, l'Uruguay, le Pérou, deux pays d'Afrique, d'Asie, avec lesquels on n'a pas de convention. Donc c'est vraiment aussi un sujet, évidemment, à voir en amont, parce que s'il n'y a pas de convention, il peut y avoir un risque important de double imposition. Gladys, le statut du résident fiscal, c'est souvent ce qui fait tout basculer. Un dirigeant qui passe du temps à l'étranger peut changer de résidence fiscale sans l'avoir décidé. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne et ce que cela implique pour lui personnellement ? Oui, alors la résidence fiscale se détermine avec plusieurs critères différents. On a par exemple le foyer principal, celui où la personne va rester plus de 183 jours, mais il y a aussi le centre des intérêts économiques et enfin l'activité professionnelle principale. Un dirigeant qui va passer 6 mois à l'étranger peut ainsi perdre sa résidence fiscale sans même l'avoir voulu. Et évidemment, cela entraînera des conséquences qui peuvent être très importantes sur son imposition personnelle. Pour l'entreprise également, il peut y avoir aussi des conséquences. Si le dirigeant devient résident fiscal étranger, cela peut créer un établissement stable dans ce pays avec toutes les obligations fiscales en termes d'impôts sur les sociétés que cela impliquera. Cette notion d'établissement stable, c'est la notion par laquelle un État va considérer que la présence physique, voire
La présence économique d'une entreprise étrangère sur son sol est suffisamment significative pour qu'il puisse imposer les bénéfices réalisés justement dans cet État. Donc le risque, Edwige, est bien réel. Pour citer un seul exemple, je pense à un agent dépendant qui dispose néanmoins de la capacité de négocier les points clés d'un contrat qui engage sa société. Dans un tel contexte, nous pourrions effectivement être en présence d'un établissement stable. Christophe, votre recommandation, c'est de réaliser un audit fiscal avant le départ. C'est quoi concrètement cet audit? Qu'est-ce qu'il couvre et à quel moment faut-il se décider à le faire? J'utiliserais plutôt le terme analyse fiscale ou revue fiscale qui doit permettre de bien comprendre la mission, de bien voir tout de suite quels peuvent être les sujets fiscaux, sociaux, écarter certains sujets. On pourra déjà, lors d'un entretien de 2-3 heures, éliminer tout un ensemble de problèmes et du coup pouvoir se concentrer sur les sujets principaux qui auront été identifiés durant cette revue. La sécurité sociale, c'est souvent l'angle mort des entreprises qui envoient quelqu'un à l'étranger pour la première fois. Quelles sont les obligations concrètes de l'employeur et qu'est-ce qu'il arrive si elles ne sont pas respectées? Un séjour même de courte durée en Europe, même d'1 jour, suppose un certificat A1 avant le départ. Si on est hors Union européenne, dans des pays qui ont signé avec la France une convention de sécurité sociale, il y a également des formulaires administratifs à obtenir ou à faire signer, valider par les autorités avant la mission. Et donc le risque, c'est quoi? C'est que s'il arrive quelque chose dans le pays, un accident, il y a un risque de ne pas être couvert correctement. Il y a aussi un risque d'avoir à payer des cotisations sociales dans les 2 pays. Gladys en parle beaucoup de protection pendant la mission. Mais que se passe-t-il au retour? Est-ce que la retraite, la couverture santé, les droits acquis à l'étranger se réintègrent facilement dans le système français? Oui, le retour est souvent sous-anticipé, malheureusement, et c'est une erreur. Les périodes passées à l'étranger peuvent créer des trous dans la couverture retraite si elles ne sont pas compensées par une convention ou par une cotisation volontaire. Il faut donc être très vigilant. Pour la couverture santé, il ne faut pas oublier que le salarié expatrié va sortir du régime français. Donc à son retour, il devra se réinscrire. C'est une obligation qui peut paraître simple, pourtant elle prend du temps et ce temps peut créer des périodes sans couverture, malheureusement. Quant au package de mobilité, celui-ci doit inclure plusieurs volets qui sont tous aussi utiles et importants les uns que les autres. Par exemple, une assurance complémentaire pendant la mission, bien sûr un plan de retour clair et une clause de garantie des droits acquis également. Gladys, lorsqu'un dirigeant change de résidence fiscale, qu'est-ce que cela change concrètement pour son patrimoine personnel? Que ce soit les questions d'IFI, de succession, de donation, que faut-il avoir anticipé avant de partir? Alors, s'agissant de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, un non-résident fiscal français va être imposé en France uniquement sur ses actifs immobiliers situés en France. Selon la composition donc de son patrimoine, ce sera soit un avantage, soit un inconvénient. Quant aux successions et donations, les règles vont également changer selon la résidence fiscale, cette fois-ci du donateur et du bénéficiaire. Donc une donation qui sera faite après le départ peut échapper ou non à la fiscalité française. Une étude au cas par cas est donc fortement recommandée sur ces sujets-là. Enfin, Edwige, il est primordial, je dirais, de surveiller certains actifs en particulier. Je pense notamment à l'immobilier français, aux comptes bancaires, aux assurances-vie et aux participations dans des sociétés françaises. La transmission d'entreprise est un sujet à part entière. Nous lui avons d'ailleurs consacré plusieurs épisodes dans notre première saison que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Mais dans le contexte spécifique d'une mobilité internationale, un départ à l'étranger peut-il remettre en cause une stratégie de transmission que l'on avait déjà commencé à construire en France ? Tout à fait, Edwige. Une stratégie de transmission qui a été pensée pour un résident fiscal français pourra être totalement remise en cause si le dirigeant change de résidence. C'est un point d'attention. Je pense par exemple au pacte Dutreil qui exige que le bénéficiaire exerce une fonction de direction dans la société pendant 3 ans après la transmission. Là, on voit clairement qu'un départ à l'étranger peut compromettre cette condition, a posteriori.
Mais nous ne sommes pas sans solution, heureusement. Pour préserver les avantages acquis, il faut véritablement, je dirais, anticiper la transmission avant le départ ou adapter la structure patrimoniale. Réfléchir à une holding, par exemple en France, ou toute autre solution. Christophe, pour boucler ce sujet patrimonial, si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant qui envisage de s'installer à l'étranger dans les prochains mois, lequel serait-il ? Pour moi, il y a une question à laquelle il doit répondre, c'est si je transfère ma résidence à l'étranger en tant que dirigeant d'une société française ou d'un groupe, je vais être en capacité de continuer à diriger et manager la société ou le groupe en France sans être présent trop souvent physiquement en France. Pour moi, il y a un vrai enjeu managérial de direction du groupe et c'est vraiment ça la question que je me dois me poser en tant que dirigeant si je veux partir à l'étranger. Alors nous arrivons à la fin de cet épisode. Avant de nous quitter, Gladys et Christophe, avez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs ? Anticiper la mobilité internationale pour préserver les personnes et protéger leur patrimoine, mais aussi pour protéger les entreprises qui les envoient à l'étranger, pour que le mouvement reste un choix, jamais un risque. Et vous, Christophe ? Je ne dirais pas mieux. Je crois que Gladys a tout dit dans cette conclusion. Je vous remercie. Merci Gladys. Merci Edwige. Merci Christophe. Merci Edwige. Ce que Christophe et Gladys viennent de partager avec nous, c'est au fond un message simple. La mobilité internationale, ça se pilote avec les bons réflexes, les bons interlocuteurs et surtout en anticipant plutôt qu'en subissant. C'est le point de départ de cette série et dans les prochains épisodes de Droit à l'essentiel, nous continuerons à avancer ensemble sur les grandes questions du développement à l'international. Le choix de la structure juridique pour s'implanter à l'étranger, les enjeux douaniers que trop d'entreprises découvrent trop tard et la France vue de l'extérieur, ce qu'elle offre vraiment aux investisseurs étrangers qui souhaitent s'y établir. Merci à tous les deux pour votre éclairage très intéressant et complémentaire. Merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus sur Droit à l'essentiel. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site fidèle.com. À très vite.